Réginald Pierre-Louis. Bonjour. Bonjour, Josiane. Étienne, enchanté. Réginald Pierre-Louis. Bonjour, Josiane. En français, s'il vous plaît. Mélanie Tremblay, planificateur financier à l'Institut québécois de planification financière. Jenny Provencher, fiscaliste chez Richter et associée chez Olive. Étienne Dufault, fiscaliste chez Mallette à Trois-Rivières. Réginald Pierre-Louis, conseiller en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. Associé d'honneur fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour Monsieur Robert, il me fait plaisir de vous rencontrer une fois de plus ce soir pour parler de la situation qui vous tient à cœur concernant votre entreprise ainsi que les intentions que vous avez à cœur. Mais avant de commencer, je tiens à m'assurer quand même que votre père va bien. Il y a longtemps qu'on s'est rencontrés, mais on parlera de tout ça après. Donc, le soir, vous m'avez parlé un peu de votre situation ainsi que des intentions que vous avez concernant l'octroi que vous aimeriez faire à un de vos employés. Donc, de retour au cabinet, bien sûr, avec mes collègues du cabinet Gilbert Associés, M. Jérémy Guittard, ma collègue Josiane Tremblay et moi-même que je n'ai pas besoin de présenter, Bertie Adjoglo, que vous connaissez très bien. Nous avons travaillé sur votre cas et nous avons analysé beaucoup de choses concernant cela et je suis sûre que vous avez hâte de savoir la raison pour laquelle je vous ai fait part aujourd'hui, dimanche soir, avec ce frère pour vous parler de ça. Donc, juste avant de commencer, on sait que vous êtes occupés. On ne va pas prendre de votre temps, assez de votre temps, mais au cours de notre discussion, on va parler tout d'abord de votre situation personnelle que vous aimeriez savoir, la situation fiscale de la société également. On parlera également du transfert de la société que vous aimeriez faire à votre fille et également la rémunération que vous aimeriez donner à M. Border. Donc, juste avant de commencer, je laisserai ma collègue Josiane pour faire part de votre situation fiscale personnelle. Donc, comme l'a précisé Bertie, nous allons commencer par la situation fiscale personnelle. Nous avons tout d'abord remarqué que vous avez 3 enfants, dont 2 mineurs et 1 majeur. Aussi, vous êtes avec votre femme depuis plus de 20 ans. Vous et votre femme, vous avez un immeuble locatif que vous détenez conjointement. On a pu constater quelques coquilles dans le calcul de votre revenu de location. Premièrement, le revenu de location, ça c'était parfait. Alors, par la suite, en ce qui concerne les dépenses, pour l'entretien, nous avons modifié la façon de calculer l'entretien. Nous avons capitalisé le montant des 8 fenêtres que vous avez effectué comme travaux au cours de cette année, qui est environ 5 900 $. Donc, ce montant-là a été ajouté. Je ne veux pas que ça soit trop compliqué pour vous, mais vous détenez votre bâtiment depuis 4 ans. Nous avons rajouté, à chaque année, vous avez un amortissement. Et nous avons rajouté cette capitalisation à la FNAC de 2012 avant de pouvoir réduire la déduction pour amortissement. Donc, la différence entre la capitalisation et du reste de l'entretien revenait à 2 332. En ce qui concerne l'assurance, l'impôt foncier et les frais de déplacement, nous n'avons pas fait de différence. Par contre, pour la déduction pour amortissement, nous avons refait le calcul au complet à partir de la première année pour constater que nos résultats n'arrivaient pas au montant que vous aviez obtenu d'environ 16 000 $ pour l'amortissement de cette année. Cet élément-là, le revenu de location, réduit des dépenses et des déductions pour amortissement, amène un revenu fiscal de 15 085, donc séparé en deux de 7 543. Je veux préciser aussi que vous étiez correct pour la déduction pour amortissement pour la prendre en totalité. Par contre, si votre revenu, suite aux dépenses, aurait été inférieur au montant de la déduction pour amortissement, il aurait fallu prendre la différence entre ces deux montants-là et non l'amortissement. Si nous continuons avec le revenu de votre conjoint,
Présentement, le seul revenu qu'elle a est le revenu de location de 7 543. Ce montant-là, suite au crédit de base, n'est pas amène que Marie Desgaret n'est pas imposée. Aussi, on vous propose que vous cotisez au REER de votre femme afin de diminuer votre impact fiscal pour vous. De plus, vous avez présentement une hypothèque qui est de présentement 413 000. D'habitude, les hypothèques sont renouvelables aux 5 ans. Ça fait plus de 5 ans que vous l'avez, donc ça va être au cours de la 10e année qu'il sera possible de faire un renouvellement avec la banque. Nous vous proposons de faire un prêt à l'entreprise à ce moment-là afin de diminuer le taux d'intérêt qui est actuellement de 5,8 % pour le réduire à 1 % qui est le taux présentement le taux effectif du Canada. En ce qui concerne vos enfants, nous vous conseillons aussi de contribuer à un régime épargne d'études enregistré. Le but de ça, c'est de permettre d'avoir une somme allouée à vos enfants lors de leurs études. Il y a un plafond maximal de 50 000 $ pour cet élément-là. Et aussi, à chaque année, pour la première tranche de 250 000 de 2 500 $ que vous donnez, le gouvernement verse 10 % de ce montant-là qui amène un montant maximal de 250 $. Aussi, on a pu constater que vos enfants, puisque vous voulez apprendre en fin de compte comme à la valeur de l'argent, que chacun de vos enfants ont des actions. Donc, ils reçoivent des dividendes à chaque année. C'est des dividendes de 4 000 $ chacun. On peut constater avec la règle d'attribution que les deux enfants mineurs, les montants de ces dividendes-là sont imposés dans vos revenus et non dans ceux-là de vos enfants. Donc, ça vous rajoute des éléments supplémentaires dans votre revenu, qui est pour un montant pour les deux enfants mineurs, plus l'amélioration de 10 000 $. Donc, je vais laisser passer la parole à Jérémy pour la suite. Donc, je vais maintenant parler de la deuxième partie de notre mandat, qui était vraiment de faire l'analyse de la situation fiscale de notre société. Donc, si on commence, pour calculer le montant d'impôt à payer, on commence avec principalement la réconciliation entre le bénéfice comptable puis le bénéfice fiscal. Donc, premièrement, on va commencer avec le bénéfice comptable qui nous était fourni dans les états financiers que vous nous aviez donnés, de 173 000 $. Puis, à ça, on ajoute, puis on enlève des ajustements divers. Par exemple, on va rajouter de l'amortissement comptable en totalité, puis on va soustraire l'amortissement fiscal. Au niveau de l'amortissement fiscal, donc là, il y a eu deux ajouts durant l'année 2013. Donc, il y a eu principalement l'ajout de nouveaux bâtiments avec des réparations, puis d'un nouvel équipement. Donc, ces deux nouveaux ajouts-là, ça va avoir un impact justement sur le calcul de la DPA, de la déduction pour amortissement qu'il va être possible de prendre en finale. Donc, si on calcule le montant de l'amortissement pour le nouveau bâtiment, on se retrouve avec un montant de 25 000 $, puis pour les équipements de 30 000 $. On ne peut pas calculer le montant total de l'amortissement fiscal parce qu'on n'a justement pas assez les informations nécessaires avec les informations que vous nous aviez fournies. Donc ça va être à regarder avec les informations fiscales que vous pourriez nous remettre plus tard. Ensuite, au niveau des 4 derniers comptes qui sont les repas, les frais de représentation, le souper de Noël et les différents repas payés. Donc là, il y a des ajustements à faire. Au niveau des repas, on peut juste prendre 50 % lors de la réconciliation entre le bénéfice comptable puis le bénéfice fiscal. Donc, au niveau comptable, on avait enlevé le plein 100% des repas, mais au niveau fiscal, on va rajouter justement la moitié de ça, qui est le 50%, pour un montant total de 6 150 $. C'est la même chose pour les frais de représentation, sauf que là, il y a quelque chose à faire attention. Faut faire attention que les frais de représentation sont pour l'entreprise et non au niveau personnel. Vous avez acheté des billets de saison pour l'Impact puis les Canadiens. Donc là, il faut vraiment s'assurer que c'est des frais de représentation, que ce n'est pas des frais personnels que vous avez payés justement pour vous. Si c'est des frais de représentation pour l'entreprise,
là, la portion de 50% va être permise justement au niveau fiscal. Puis on rajoute seulement la portion de 50% pour le montant de 5 038. Au niveau du souper de Noël, lui, il avait déjà tout été passé en charge au niveau comptable. Puis ça, c'est accepté au niveau fiscal parce que c'est justement la totalité des employés qui bénéficient de ce souper-là. Donc le plein 4 500 $ va être correct au niveau fiscal. Puis finalement, au niveau des différents repas payés, ça ne va pas être permis au niveau fiscal parce que justement, c'est les repas pour vous que vous avez payés à l'aide de l'argent de votre entreprise. Si on continue, au niveau des recherches et développement pour votre entreprise. Donc là, c'est juste des points importants à souligner. On n'avait pas de chiffres pour cette partie-là, mais c'est des points à prendre en considération lorsque viendra le temps de faire la déclaration d'impôt. Donc au niveau des salaires, il va y avoir un crédit d'impôt qui va être possible de prendre de 10% du salaire des employés jusqu'à un maximum de 2 000 $ par employé. Donc vous pouvez prendre jusqu'à 2 000 $ de crédit d'impôt relié au salaire de vos employés qui travaillent dans le domaine de la recherche et développement. Au niveau des dépenses, donc là, vous allez être capable d'avoir un crédit d'impôt de 35% sur les dépenses admissibles. Ça va être important de les classifier comme ça. Puis ça, justement, ça va être des dépenses déductibles au niveau fiscal. Ensuite, le troisième mandat, c'est le transfert de part de votre société à votre fille. Donc, si on commence, il va y avoir deux options que vous allez être capable de faire pour transférer votre entreprise à votre fille. Si on commence, premièrement, vous aviez mentionné que vous pouviez vendre vos actions à votre fille en effectuant un prêt personnel de votre part. Le problème avec ça, c'est que votre fille, vous avez un lien de parenté, donc là, vous allez être obligé de transiger à la juste valeur marchande. Donc là, ça va être, vu que vos actions ont une juste valeur de 2,5 millions, vous allez quand même devoir les vendre assez cher, puis lui octroyer un gros prêt. La deuxième option qu'on pourrait vous proposer, ce serait principalement d'effectuer un gel par remaniement. Ça, je vais vous expliquer ça dans les prochaines diapos. Donc, pourquoi on vous suggère de faire ça? Premièrement, le gel, c'est quoi? C'est vraiment qu'on va geler la valeur de vos actions qui ont présentement une valeur de 2,5 millions de $. C'est ça, vous allez pouvoir garder le plein montant du 2,5 millions de $. Puis ça va vous permettre de profiter de l'exonération éventuelle sur le plein montant du 2,5 millions de $. Ensuite, si on continue avec le remaniement. Donc, le remaniement, ça va être vraiment de faire l'échange de la totalité de vos actions ordinaires contre des actions privilégiées. Puis, suite à ça, il va y avoir une souscription à de nouvelles actions ordinaires, par exemple de catégorie B, par votre fille. Donc, comme j'avais mentionné, le remaniement, c'est vraiment de faire l'échange de toutes vos actions ordinaires, puis en contrepartie, vous allez recevoir vos actions privilégiées. Puis là, on va ressortir des critères importants. Ça va être avec droit de vote, donc vous allez quand même garder le contrôle de votre société, puis aussi droit de dividende, puis d'autres critères comme ça. Ensuite, si on continue avec notre quatrième mandat qui est principalement pour votre employé, M. Jean Brodeur. Donc, juste une situation actuelle, M. Jean Brodeur travaille pour vous, ça fait maintenant quelques années. Puis, vous prévoyez lui donner une augmentation de salaire. Présentement, son salaire est quand même assez élevé à 135 000 $. Puis, ce qui va être difficile, c'est que à 150 000 $, c'est vraiment le maximum que vous allez rencontrer le gros taux de 50%. Donc là, on voulait vraiment trouver des options qui allaient principalement favoriser M. Brodeur à payer moins d'impôts possible tout en recevant un salaire ou d'autres moyens que ma collègue va vous parler plus tard. Donc, là encore, il y a deux options. Premièrement, on peut parler d'une vente. Vous prévoyez vendre de 5 à 15% de votre entreprise à M. Brodeur. Donc là, ça serait vraiment de faire une vente de vos actions privilégiées que vous avez reçues lors du remaniement. Donc, sur ça, vous allez réaliser un gain en capital, c'est sûr, parce que vous les avez payés beaucoup moins cher que vous allez les vendre.
Cependant, vous nous aviez posé la question précise de comment faire pour profiter de l'exonération pour gain de capital lors de la vente des actions admissibles de petites entreprises. Là, ça va être possible de réaliser à certaines conditions, puis ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais juste pour terminer sur ceci, c'est vraiment que l'option 1, il faut s'assurer de respecter ces critères-là. L'option 2, ça serait de faire l'émission de nouvelles actions qui vont être vendues à M. Brodeur en tant que tel. Puis là, ça va vraiment être des actions ordinaires de catégorie B, de la même catégorie que votre fille aura souscrit. Donc, comme je parlais tantôt, ça, c'est les critères que vous allez devoir rencontrer pour justement avoir l'exemption pour gain de capital lors de la vente de vos actions. Donc, lors du transfert, pour profiter de la déduction, il y a 3 critères vraiment importants que vous allez devoir respecter. Premièrement, c'est le test du 90%. Ça, c'est que dans votre entreprise, il faut que 90% de vos actifs, lors de la vente, soient des actifs qui sont utilisés activement dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce 90%-là lors de la vente. Le deuxième point, c'est le test du 50%. Puis ça, c'est le test que vous devez faire pour les 24 derniers mois. Donc, vous devez avoir au moins 50% de vos actifs qui sont utilisés activement dans votre entreprise pour les 2 dernières années. Puis le troisième point, c'est de posséder les actions pour au moins 24 mois. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que présentement, vous ne rencontrez pas le test du 90%. Donc, si vous voulez faire la vente aujourd'hui, le 90%, ça ne marche pas parce qu'on se rend compte qu'il y a 86%. Il y a des options possibles pour régler ce problème-là. Puis, c'est là qu'on va parler de purification. Donc là, quand on parle de purification, c'est vraiment de sortir les actifs non utilisés activement de l'entreprise pour justement augmenter le pourcentage d'actifs utilisés activement à 90%. Puis ça qu'on peut vous proposer comme option, ça serait de faire la vente de vos placements. Parce que les placements ne sont pas considérés comme des actifs utilisés activement. Puis c'est quand même un gros montant de presque 500 000 $. Puis en vendant, vous n'êtes pas obligé de vendre la totalité, mais vendre une partie de ces placements-là. Donc vous allez recevoir de l'encaisse, puis payer des dettes. Donc de cette façon-là, vous allez justement avoir rencontré le test du 90%. Je passe maintenant la parole à Dorty pour compléter cette partie. Donc, par rapport à la rémunération que vous aimeriez accorder à votre employé, M. Jean, tout à l'heure, mon collègue Jérémy vous a parlé de lui donner plutôt des actions lorsqu'il va acheter des actions. Donc, dans ce cas, il va plutôt bénéficier de dividendes et ainsi, il va payer moins d'impôts s'il prend des dividendes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous suggérons plutôt de lui vendre plutôt des actions. Donc, si on continue, vous avez également porté à notre intention l'octroi d'achat de voitures à M. Jean. Donc, il y a 2 scénarios qui vous tiennent présentement à cœur. Le premier serait la location de voitures. Donc, l'estimation que vous avez faite présentement est de 550 000, mais la loi permet un montant de 800 000 pour la location, plus des intérêts qui seront de 300 $. Un montant de 800 $ pour la location et des intérêts de 300 $. Donc, si on regarde cette option, l'estimation que vous avez fait en dessous de cette option, donc on pourra vous le conseiller. Et également, vous avez fait des estimations de dépenses prévues. Donc, si les dépenses sont engendrées dans le cadre de l'activité pour votre entreprise, alors là, il y a un montant qui sera déductible. Et vous nous avez laissé savoir qu'il y a des kilomètres qui sont utilisés à titre personnel et à titre d'entreprise également. Donc, d'après le calcul, on voit qu'il y a 60% des kilomètres qui sont utilisés dans le cadre de l'entreprise. Donc, il y aura les déductions qui seront déductibles jusqu'à 60%, soit un montant de 2969. Donc, le deuxième scénario serait plutôt, au lieu de louer la voiture, Monsieur Jean va utiliser sa voiture et vous allez lui accorder une allocation fixe de 900 000. Donc, d'après ces 2 scénarios, on voit déjà que si l'estimation est respectée, alors là, le fait de lui accorder l'allocation de 900 000 sera un peu plus élevé que le premier scénario. Donc, nous, on vous conseille une fois de plus ce premier scénario. Mais si tout va bien pour votre entreprise, on vous suggère plutôt dans les foires à venir d'acheter une voiture. Et comme ça, vous pouvez la classer dans la catégorie 10.10.
10.1 avec un taux de 30% et vous pouvez bénéficier de la DPA. Donc, présentement, votre entreprise prône des valeurs comme la qualité, l'esprit d'équipe, la gestion participative des employés et d'autres encore. Donc, ce qui serait important de faire, c'est que nous avons noté dernièrement sur le document que vous avez soumis qu'en 2014, l'entreprise aura 35 ans et on sait que vous avez à cœur vos employés. Donc, nous vous suggérons peut-être en 2014, lors de votre anniversaire, de leur accorder des cadeaux. Donc, la loi prévoit jusqu'à 500, les premiers $500 de cadeaux seront exemptés d'impôts. Donc, vous pouvez leur accorder cela. Et aussi, la raison pour laquelle nous, on vous propose des options, c'est qu'en planification, on sait très bien que vous aimeriez diminuer votre montant d'impôt, mais en planification, on diminue non seulement l'impôt, mais on diffère également l'impôt. Donc, avec les options que nous vous proposons, avec les dividendes par-ci, vous pouvez diminuer votre montant d'impôt. Et si vous avez un peu de temps, nous savons que vous n'avez pas assez de temps, donc nous avons amené nos cadres d'affaires. Vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse discuter en profondeur de ces options qu'on vous a proposées. On sait très bien que votre entreprise a été la première dans notre quartier. Donc, on tient toujours à nos pains chauds et on aimerait vous faire cela à un horaire. Moi, j'ai des questions. Vous nous avez dit de faire un prêt, que le prêt venait à échéance, faire un prêt à la compagnie. Pour la maison, je parle de l'hypothèque de la maison. Mais je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec l'hypothèque de la maison. J'aimerais peut-être avoir plus d'explications. Il n'y a rien de mauvais avec l'hypothèque, c'est juste que le taux est de 5,4 %. Puis en fin de compte, c'est que souvent, aux 5 années, on peut réorganiser, merci, les hypothèques. On pensait en fin de compte que ça pourrait être une solution de faire un prêt à l'entreprise pour pouvoir payer une partie de l'hypothèque plus rapidement afin de diminuer les intérêts par rapport à... Pour payer moins d'intérêt. Pour payer moins d'intérêt, exactement. OK. Vous voulez dire que l'entreprise va faire un prêt? Oui, l'entreprise. Excusez-moi. Okay. Est-ce que c'est bien permis, ça, d'octroyer des prêts comme ça à un actionnaire sur une longue période de temps? C'est que là, ça serait vraiment le prêt pour l'hypothèque. Puis, ce qui serait vraiment respecté ici, ça serait vraiment que on ne peut pas le donner à du 0%, c'est sûr, parce que là, il serait imposé jusqu'au taux qui est demandé par la Banque du Canada. Donc là, ce serait vraiment de le donner à un taux d'impôt de 1%. Mais la différence, c'est que ça serait vraiment un prêt pour payer l'hypothèque, justement, de la maison pour cet actionnaire-là. Les intérêts que je vais payer de 1% à ma compagnie vont être déductibles dans mes poches à moi? Y a-t-il un moyen de rendre les intérêts déductibles? Pour l'entreprise, oui. Ça serait déductible. Au niveau de l'entreprise, ça serait un revenu qui recevrait de l'intérêt. Donc là, ça augmenterait une partie des revenus. Puis, en fait, compte, l'entreprise serait imposée sur ce 1% de plus. Juste pour compléter la question, le prêt à l'actionnaire, il faudra faire sûr que monsieur va le payer au plus tard à la fin de la deuxième année. OK. Merci. Merci. Concernant l'immeuble locatif, vous avez dit qu'il fallait capitaliser les fenêtres. Juste savoir pourquoi. Moi, j'aimerais mieux garder en dépenses, ça diminue mon revenu. Fait que je suis obligé de capitaliser. Je commence à regarder ça comme ça. Fait que c'est juste la chose qui a remarqué ici, c'est vraiment jusqu'à où c'est une réparation. Si c'est une réparation, disons, mettre de la peinture sur les murs, ça ne va pas augmenter la vie utile du bâtiment ou de l'immeuble locatif dans cette condition-là. Cependant, si c'était quand même une grosse rénovation de 6 000 $, ça va probablement augmenter la durée de vie utile de l'immeuble. Puis c'est justement à ce moment-là qu'on est capable de capitaliser
ce montant-là avec la valeur des numériques. OK. Puis, au niveau des revenus de l'immeuble, cet immeuble-là, je l'ai acheté 100% à moi. Puis j'ai eu vent que ça pourrait peut-être créer des problèmes étant donné que je split le revenu 50-50 avec ma femme. Juste, si vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus, est-ce que je dois m'inquiéter vu que la RC est déjà dans mon dos ou je peux dormir sur mes deux oreilles? Ben, vu que c'est vous qui le détenez à 100%, je veux dire, si vous avez vraiment signé l'hypothèque, puis c'est votre Si les deux noms sont sur le contrat. Le contrat, ben là, c'est là que vous aviez un problème, mais là, vu que c'est 100% vous, il n'y aurait pas de problème s'il y avait d'éventuels problèmes avec l'hypothèque. Au niveau de la déduction gain capital, est-ce que je vais avoir des problèmes dans le futur si je vends mes actions à ma fille? Ouais. Si vous les vendez à la juste valeur, il n'y aura pas de problème. Même si elle se finance avec une compagnie, par exemple. Là, au niveau de la vente entre vous et votre fille, là, c'est là vraiment qu'il va falloir transiger à la juste valeur marchande. Vous allez être capable de profiter de l'exonération parce que vous l'aurez vendu, puis vous aurez fait un gain capital sur cette vente-là. Mais c'est ça, vous allez être capable de profiter de l'exonération du gain capital sur la portion que vous avez vendue. D'accord, merci. Pour mon immeuble, dans ce que j'amortis, il y a affaire à ma bâtisse, mon terrain, tout ça. Est-ce que je peux dormir sur mes deux oreilles moi aussi à tout amortir ça? Dans ma FNAC, j'ai le terrain, j'ai ma bâtisse, tout ça ensemble, j'amortis le tout, je prends la déduction sur tout ça. Est-ce que ça va? Ben, le terrain, il n'est pas amortissable. Merci.